Oh, ouais, Mais ça voilà, c'est. c'est un peu Tu as particulier. affaire à un agent de la pire espèce quand même. Oui, oui. La pire espèce, c'est ceux qui t'empêchent d'établir une communication quelconque avec le vendeur qui est à 3 mètres de toi dans la pièce. C'est les pires. Alors allons-y. Tu es informé, bien sûr, puisque tu t'es connecté à un serveur dédié, même si je ne te l'ai pas dit explicitement. Tu es informé que Alors, tu es enregistré, tu l'acceptes, et je prie les auditeurs de m'excuser pour l'écho. Je suis en vacances et je parle depuis une salle de bain. Voilà. bonjour Stéphane, donc je suis bien informé que cette conversation va être enregistrée à des fins de diffusion publique sur différentes plateformes. Je l'accepte en toute connaissance de cause et librement. Et je donne l'accord de diffusion pour une durée de 50 années à compter de ce jour, de la première diffusion. Merci. Je précise aux clients VIP comme toi que je n'aurais pas pris en vacances, que je ne peux pas prendre tout le monde en vacances. Ça m'arrive quand il y a des pauses, ça m'arrive quand je peux. Ça ne veut pas dire que je m'engage contractuellement à prendre tout le monde en vacances. Hein. Ça dépend des moments. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui va chercher la règle sine qua non. La règle, c'est qu'on ne travaille pas en vacances, sauf que là, aujourd'hui, je ne suis pas en déplacement et j'ai une bonne connexion Wi-Fi. Il faut que ces deux conditions sont réunies pour faire un appel qualitativement audible. S'il n'y a pas de bon Wi-Fi et /ou que je suis en train ou je ne sais pas quoi, évidemment, je ne vais pas risquer de faire une étude de cas qui va se perdre, avec un truc qui va couper dans tous les sens. Donc, tout ça se règle en bonne volonté. Si je ne peux pas vous prendre, on décale de quelques jours. Alors, es-tu VIP ou pas? Es-tu passé par la classe prépa ou pas? Et le cas échéant, quelques Alors, je mots suis pour ceux bien qui ne le seraient pas VIP. encore. Pardon, je te laisse finir. Je suis VIP Premium depuis le mois de septembre de cette année, donc c'est mon deuxième mois qui s'écoule. Je suis passé par la case prépa avec Théo, que j'ai eu au téléphone il y a une dizaine de jours, qui m'a été d'une grande aide pour éclaircir mon sujet. Et suite à la classe prépa, il m'a proposé de t'appeler pour cette étude de cas enregistrée. Parfait. Un petit mot sur la formule VIP, ce que tu as pensé des gens que tu as croisés jusqu'à présent. Et voilà. Je vous offre la possibilité de faire des vrais témoignages. Dites-vous que 85 à 90% des témoignages que vous lisez et voyez sur le web sont faux. Donc appréciez les vrais plutôt que de vous plaindre que je fasse ma pub. Appréciez quand c'est sincère et tu confirmes que tu t'exprimes librement. Tu n'as pas d'incentive, tu n'as pas de cadeau, tu n'as pas de rétribution à témoigner. Non, j'ai pas de rétribution à témoigner, sauf le plaisir d'apporter un témoignage authentique. 90%, je pense que tu es optimiste sur les faux témoignages. La réalité, je pense. Oui, écoute, moi j'avais acheté des séminaires sans être VIP avant, j'avais beaucoup apprécié. J'ai décidé de franchir le pas de l'abonnement pour plein de raisons. La première, c'est que c'est économiquement plus intéressant. Ensuite, que ça donne un rythme qui impose de se coltiner les séminaires, de les écouter, de les apprendre et d'en profiter, et peut-être plus que quand on achète quelque chose comme un bouquin qu'on achèterait une fois et qu'on laisserait sur une étagère. Le fait d'avoir une échéance mensuelle, ça oblige enfin en tout cas moi ça m'a aidé à programmer et à être plus régulier sur cette pratique-là, sur l'apprentissage. Le premier contact était évidemment très sympathique avec Nono. Bon, il suffit de savoir lire pour les conditions, c'est très clair, tout est expliqué. Et ensuite, on est vraiment bien accompagné sur les systèmes de téléchargement, la facturation. Tous les gens de l'équipe à qui j'ai eu affaire jusqu'à présent font un travail formidable. Et j'en suis très satisfait. Bon, on les remercie et on leur passe régulièrement nos amitiés. On n'arrête jamais. Et on écoute ta problématique du jour. Je rappelle qu'une étude de cas est une discussion dans les conditions du direct. C'est un faux direct car vous ne l'entendez pas en direct, mais moi je suis dans les conditions du direct, c'est-à-dire que je n'ai que peu ou pas le brief. Quand je l'ai, il est très succinct et je dois mobiliser mes connaissances
pour disserter dans les conditions du direct de ton sujet, et j'aurais souhaité que plus d'experts le fissent, car beaucoup lisent ou récitent ou déclament, mais très peu sont confrontés au principe de l'étude de cas. Voilà, c'est-à-dire c'est pas de la récitation, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique appliquée sans aucun temps de réflexion, et il faut fournir une méthodologie adaptée. Et je déplore d'en entendre peu. Voilà, c'est un appel que je passe. Transmettez à vos créateurs, à vos experts, à vos chroniqueurs, à vos youtubeurs préférés, transmettez-leur, demandez-leur de faire des études de cas dans leur domaine. Si c'est en sport, par exemple, je sais pas, si c'est en foot, dites-leur qu'aurait dû faire telle équipe, tel jour, pour jouer mieux. Si c'est en politique, dites-leur que devrait faire tel élu dans telle situation pour tel résultat. Si c'est en relation homme-femme, demandez-leur de décortiquer un cas en réel. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas la solution, c'est la manière dont on accouche et dont on chemine vers la solution. Donc, le sujet, il va s'agir de négociation. C'était l'objet du séminaire que j'avais téléchargé le mois dernier. Le contexte, c'est une négociation dans le cadre d'un achat de biens immobiliers. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Pierre, j'ai 49 ans, et en ce moment, nous cherchons, ma future ex-épouse et moi, une maison pour elle, puisque nous nous séparons. On est dans un cadre où, on s'entend bien, c'est une séparation qui se passe bien, et je l'accompagne pour la recherche de maison et dans la négociation. Le cas qui s'est présenté, c'est une maison qui est vendue par un monsieur qui a 68 ans, qu'on va appeler Michel, et par l'intermédiaire d'un agent immobilier qui s'appelle Jean-Michel, et qui a 72 ans. Pour donner le contexte, ces deux personnes se connaissent parce que l'agent immobilier avait la maison en gestion locative depuis plusieurs années. Le premier contact s'est fait directement par téléphone avec l'agent immobilier. Nous avons fait une visite, une première offre assez basse parce qu'il y a pas mal de travaux sur la maison, et l'agent IMO a bloqué la transmission de l'offre au propriétaire. Voilà la problématique. Ma question, c'est comment faire pour relancer la discussion avec l'intermédiaire à travers l'intermédiaire, dans ce cas de figure, j'aurais aimé amener des arguments de négociation directement avec le proprio, mais l'intermédiaire a bloqué un petit peu sur cette offre basse et pas accepté de prolonger la négociation. Est-ce que tu as besoin d'autres éléments ? Oui. Est-ce qu'on est dans un contexte tendu ou un contexte un petit peu plus relâché ? En gros, est-ce qu'on est dans une région, voire une adresse, où les biens s'arrachent, où il faut être le premier sur le coup, ou est-ce qu'on a le temps de voir venir ? Alors, on est dans une région pas loin de ta région d'origine. Moi, je suis du côté entre Marseille et Aix-en-Provence, donc c'est plutôt tendu sur ce type de biens. Dans cette gamme de prix, il n'y a pas énormément de choses à vendre en ce moment parce que les gens attendent un peu. Et effectivement, il y a peut-être plus de demandes que d'offres. L'équation à laquelle tu es confronté, ou plutôt à laquelle tu as décidé d'accepter de te confronter, parce que tout le monde ne se mêle pas des achats immobiliers de son ex-femme, c'est déjà de ta part assez chevaleresque. Après, tu as sans doute tes raisons, et je pense qu'il faut effectivement faire preuve parfois de chevalerie quand c'est en échange, quand c'est apprécié. Donc je m'arrête déjà sur ce point, qui est peut-être annexe, mais je remarque que ça n'est pas fréquent. Voilà, on ne contribue pas, directement ou indirectement, d'habitude, aux investissements de son ex-partenaire. Donc c'est déjà quelque chose, qui t'honore dans un sens, et puis qui révèle sans doute un pan entier de la relation que tu as eue avec cette femme. On imagine que c'est une femme. Enfin, ça peut être un homme aussi d'ailleurs. C'est plutôt louable
de ta part, et voilà, c'est déjà quelque chose de différent, de différenciant. Après, sur la pratique d'une négociation, j'ai envie de te dire, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Donc, l'idéal serait, dans un monde idéal, qu'il n'ait pas d'intermédiaire, mais comme tout le monde l'aura, enfin, comme les adultes l'auront déjà remarqué, eh bien, en immobilier, il y a plusieurs raisons pour lesquelles se greffent des intermédiaires. Une des raisons, c'est parce que globalement, c'est des gens qui ne savent pas faire grand-chose d'autre, mais ça, on connaît ma passion pour les agents immobiliers. Et secondo, c'est aussi, pour charger chacun de sa part de responsabilité, c'est aussi parce que les vendeurs ne sont pas rationnels. Les vendeurs ne sont pas rationnels parce qu'ils ont un attachement à leur bien familial ou historique, et ils sont tous convaincus que leur bien vaut 5, 10 à 15% de plus qu'un bien similaire sur le marché. Donc pour ces raisons-là, et pour plein d'autres sur lesquels on ne déblatérera pas trop, on se retrouve avec ce monde d'intermédiaires qui s'appelle, comme on le sait, le real estate, les experts immobiliers, etc. Bon, la première variable sur laquelle tu n'as pas la main, c'est le contexte, c'est la manière dans laquelle l'agent a comment ça s'appelle, ajouté ce Valoriser la bien à maison. son portefeuille. Non, valoriser, c'est autre chose. Mais avant cela, tu as la manière dont... Enfin, c'est lié. Oui, C'est comment il lié, a mais rentré le juste bien. en amont, comment l'agent a rentré le bien dans son portfolio. Voilà. Il faut savoir que le métier d'un agent, c'est pas... Enfin, avant d'ouvrir la porte et la fenêtre et de mentir, ce qu'ils font quand même 80% du temps, on est d'accord ou pas? Oui, ah bah... Quelle est la Je ne plus-value contredirai technique pas sur que cette tu as eue? Voilà. assertion. Aucune. Voilà, donc avant cela, il faut savoir qu'une grosse partie de leur énergie, c'est de rentrer les mandats. C'est-à-dire de faire signer des mandats, si possible exclusifs, aux vendeurs. Pour faire rentrer ces mandats, il leur arrive de faire un discours agressif aux vendeurs. Agressif en termes de délai de vente, c'est-à-dire passer par moi, dans 15 jours c'est terminé, ou agressif en termes de montant de la vente. C'est arrivé à quelqu'un que je connais très bien, à qui j'avais dit, ton bien, il est moyen, il vaut exactement la même chose qu'un autre similaire sur le marché, et à qui une agent, on rappelle que les femmes mentent mieux que les hommes, CF, une étude de cas récente, à qui qu'une agent a convaincu que son bien était plus spécial qu'un autre similaire sur le marché. Donc elle lui a fait une promesse d'un montant supérieur de 12% à ce que moi j'avais dit, 12 à 12,5%. Sauf que la première offre est arrivée non pas à 12,5% au-dessus, non même pas à plus 0, mais la première offre est arrivée à moins 10 ou moins 12, parce que typiquement, il est admis que l'on doive toujours commencer plus bas et monter. Sauf que 12,5 et 12,5, je te laisse faire le compte, ça fait 25. Et donc, évidemment, un moins 25 n'est pas audible, pas en première semaine. Donc, la première variable, c'est comment l'agent a rentré le bien. Est-ce qu'il l'a rentré de manière agressive avec une promesse de montant de la vente qui est peut-être un petit peu surestimé? La deuxième variable, c'est le temps de mise sur le marché du bien. On est bien d'accord que si on est en première semaine ou en 52e semaine, le discours ne sera pas le même vis-à-vis de l'acheteur, vis-à-vis du vendeur. Évidemment. Il y a une troisième variable qui est l'empressement du vendeur à se débarrasser de ce bien ou pas. Est-ce que c'est un marchand de biens? Est-ce que c'est une famille multipropriétaire qui peut très très bien laisser un bien sur le marché 1 an ou 2 qui n'en a rien à faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un crédit relais et qui a une contrainte de vente dans les 3 mois? Il y a une quatrième variable qui, pour le coup, n'est pas vraiment une variable parce que tu peux la circonscrire, qui est le marché sur le secteur. Et ça, maintenant, avec Internet, les sites de notaires, etc., globalement, tu peux circonscrire le prix de ce bien, sauf s'il est extrêmement atypique. Mais s'il n'est pas trop atypique, on va dire qu'à plus ou moins 5%, tu sais ce que ça vaut.
Et il y a une... donc celle-ci, j'aurais peut-être dû la mettre en numéro 5 d'ailleurs. La numéro 4, c'est le degré de transparence de l'intermédiaire. C'est-à-dire, quel est le degré de bullshit et de retournage de cervelle qu'il va faire au moment de transmettre une offre. Est-ce qu'il va la transmettre ou est-ce qu'il va tenter d'influer en prétendant ci ou ça, comme ils n'ont généralement aucune gêne à faire. Hein. Ça ne les dérange absolument pas de parler en lieu et place du vendeur, même quand celui-ci, un jour tu le rencontres et tu te rends compte qu'il n'a absolument rien dit des propos qu'on lui prête. Donc, ça fait quand même beaucoup de... Pardon, je me suis trompé, j'ai dit variable, c'est inconnu. Ça fait beaucoup d'inconnus pour une seule équation. Ça fait beaucoup d'inconnus pour une seule équation. Et dans ces conditions-là, tu y es allé un peu à l'aveugle en faisant une offre basse. Basse par rapport à quoi? Basse par rapport à du subjectif, par rapport à de l'objectif, basse par rapport au prix annoncé, basse par rapport à quoi? Alors, si le prix annoncé est de 1, vous avez fait une offre à combien? On est allé chercher du 10% en dessous du prix affiché. En première, c'était peut-être un peu agressif. Mais effectivement, je pense que c'est un agent. Alors, j'ai quelques éléments de contexte sur ces équations à toutes ces inconnues que toi, tu n'as pas. Moi, j'ai eu alors, pour ce qui est du marché, on le connaît bien. C'est un endroit qu'on habite depuis 10 ans, que je suis, parce que dans le cadre d'investissement, de choses comme ça, les prix du marché, je les connais. Et la typologie de biens de construction. Pour ce qui est de comment est-ce que l'agent a rentré le bien, donc je te dis, il était gestionnaire de cette maison en location, donc il la connaît, il a une relation depuis plusieurs années avec le vendeur. Il a rentré un mandat exclu. Il est fort probable qu'il est, enfin, il est clair que par rapport au marché, il l'a légèrement surévalué, enfin légèrement, voire un peu plus que la marge de négo habituelle. D'où l'écart. Je pense qu'il était au-dessus, donc on a fait une offre. Tu as une autre, pardon, je te le dis avant d'oublier, mais c'est pas pour te couper, c'est juste par rapport à ma mémoire. Il y a une autre inconnue qui est le nombre d'offres reçues précédemment. Bien entendu que si un appartement a reçu 0 offre en un mois et s'il en a reçu 4, t'imagines bien que l'agressivité dont tu peux faire preuve sera pas du tout la même. C'est certain. Alors, il y avait eu des offres basses avant de marchand de biens, parce que c'était un bien sur lequel il y avait un peu de terrain, il y avait une possibilité de découpe. Mais bon, c'est les offres de marchand de biens, donc c'est vraiment très bas. En termes de délai, c'est un vendeur qui, à mon sens, quelqu'un qui est retraité, qui a hérité de cette maison. Alors, il y a un gros attachement sentimental à la maison. Voilà. C'est papa qui a construit la maison. Enfin, voilà. Donc, voilà, on y est. Qu'est-ce que j'ai commencé à dire en premier tout à l'heure? Voilà. J'ai dit les vendeurs qui ont un attachement sentimental à leurs biens ne sont pas raisonnables. Non, ça, c'est le raisonnable, c'était compliqué. Mais là, on n'est pas allé jusqu'à ce que l'offre soit présentée au vendeur. C'est l'intermédiaire qui a fait barrage. Et je pense plus pour une question, pas pour protéger la sensibilité ou les émotions du vendeur, mais simplement probablement son ego, parce qu'il l'a surévalué. Oui. Et Oui. Il a promis quelque chose. Donc ça, moi, c'est comme ça que j'ai analysé la situation. La question, c'est comment faire la prochaine fois, parce que là, l'offre, elle est écrite ou elle est... C'était une offre écrite avec mode de financement, une vraie offre en bonne et due forme. Et quelle est la réponse? Ça ressemblait à quoi? La réponse a été votre offre est indécente, je ne la présenterai pas. 10%, c'est indécent. Ah oui, c'était indécent. Non, c'est pas sérieux. C'est sa réponse qui est indécente. Oui, je sais, mais c'est d'où le cas, parce que j'ai jamais eu ce cas-là. Enfin, quelquefois on discute, ils disent non, je peux pas présenter ça, faut aller un peu. On arrive à creuser, à savoir quelles sont les motivations de vente. Là, c'est vu l'âge. Moi, ce que j'ai supposé, c'est que c'était probablement en fait la maison arrive en fin de loc. Il en profite pour s'en débarrasser. C'est quelqu'un qui, connaissant la fiscalité française, va probablement commencer à penser à faire des donations à ses enfants, transmettre des choses, et il essaye de vendre ça pour récupérer du cash avant 70 ans. Vu le contexte. Mais c'est qu'une supposition de ma part. Donc il n'est pas vraiment pressé. Mais il ne remettra pas en loc. Et c'était pas de la location saisonnière, c'était de la location longue durée. Donc
c'est pas quelqu'un qui a envie de s'embêter avec. Donc évidemment, les locataires ont laissé le truc se décatir. Et Non, pas derrière, il tellement, faut mais tout faire. c'est dans son jus des années 70, quoi. Mais c'est plutôt pas, c'est plutôt entretenu. Bon. Écoute, t'as un intermédiaire qui manifestement n'a pas envie de traiter avec toi. Effectivement. Je pense que c'est ça. Pourquoi il en a pas envie, ça malheureusement, c'est une inconnue qui m'échappe et que je ne peux pas deviner. Mais il fait tout pour mettre fin à la négo, enfin pour plutôt ne même pas la laisser commencer. Donc il n'y en ait pas, quoi. Est-ce que tu as justifié ton offre? Ah oui, sur le plan logique, avec des montants de travaux, tout ce qui était pour en mettre. Bon, c'était même pas une question de remettre la maison aux normes de 2024, hein, mais c'était simplement le niveau de confort moyen, et puis des éléments de réparation qu'il y avait à mettre en œuvre, compte tenu de l'emplacement. J'imagine qu'en DPE, en DPE, on est en F ou en G? Non, pas à ce point-là, mais après les DPE, je sais pas, il y a des agents qui connaissent les diagnostiqueurs, donc Ouais, je sais bien, pareil, tu vois, c'est malheureusement. une chaudière à fioul et on est en C, donc ça me paraît un peu comment dire? Voilà. J'ai eu vent d'un diagnostiqueur qui avait, ouvrez les guillemets, arrangé, fermez les guillemets, un acheteur ou un vendeur, je sais plus, un vendeur apparemment, j'imagine, de 5 mètres carrés sur une maison. Alors, je sais pas si c'était 5 mètres carrés sur 500 ou 5 mètres carrés sur 80. Mais t'imagines qu'à 1 mètre carré à plusieurs milliers d'euros, on va dire, Oui, je sais ça pas, fait, par 4 chez nous, par c'est entre exemple, 6 et 7, donc ça finit par voilà, se faire. ça fait quand même 20 à 30 000 euros d'arrangement. Voilà. Oui, bon, enfin bon, donc le Après, bon. diagnostic, c'est pas là-dessus qu'on se fie. Quand Non, tu as croisé physiquement quelques diagnostiqueurs et que tu les as vus à l'œuvre, tu comprends que c'est hautement subjectif quand même, hein. Oui. Encore une fois, il faut voir les choses en fait. Il faut être passé par les choses pour en voir les nuances et les limites. Non, écoute, le problème c'est qu'on est quand même encore dans un marché de vendeurs, quoi qu'on en dise, même si les indicateurs depuis des années nous expliquent que c'est baissier, etc. On est quand même globalement dans un marché où quand le bien est quali, c'est un marché de vendeurs. Et quand le bien est par contre entaché de tares lourdes, ça peut être un marché d'acheteurs. Mais si le bien est quali et /ou un petit peu atypique, c'est un marché de vendeurs. Et la technique du 10% en dessous systématique, qui est un petit peu la technique des années, on va dire, des années 90, enfin du XXe siècle, marche un peu moins bien. Après, encore une fois, on ignore exactement ce qu'a promis, puisqu'un agent, quand il contracte un mandat a fortiori exclusif, il fait des promesses. Oui, forcément. Pas écrites, bien sûr, il n'est pas con à ce point, Non. mais il fait des promesses. Il promet un certain délai, il rassure. Tout ça, ce sont des synonymes, hein. Rassurer, c'est promettre. Et donc, ton vendeur a été rassuré sur un certain montant, et là, apparemment, tu en es relativement loin. Ça va être compliqué, hein. Franchement, à part te coucher... Oui, non, là, après, il y a d'autres biens qui sortent. Mon questionnement était surtout comment ne pas, la fois d'après sur une autre négo, comment traiter, essayer de, comment dire, cerner l'intermédiaire et avoir moins d'inconnus dans l'équation, pour pas, alors, pas être non plus normalement, il y a une phase préliminaire dans laquelle on discute des offres qui ont éventuellement été mises avant, on dans n'a laquelle on pu avoir aucune discute... info là-dessus, en fait. C'est une phase que j'ai tenté d'amorcer en parlant de les conditions, qu'est-ce qui avait été offert, comme ça, parce que le vendeur était là à la visite, et l'intermédiaire a fait barrage systématiquement et a plaisanté en disant, parce qu'on a demandé les derniers prix, qu'est-ce que le vendeur voulait, tout ça. Même pas forcément en termes de prix, hein, en termes de délai de vente, de choses comme ça. Et il a ri, il a éludé la question. Donc, Oh, ouais, voilà, ça c'est... un Tu peu as particulier. affaire à un agent de la pire espèce, quand même. Oui.
La pire espèce, c'est ceux qui t'empêchent d'établir une communication quelconque avec le vendeur qui est à 3 mètres de toi dans la pièce. Ouais. C'est les pires. Ouais, ça faisait longtemps que j'en ai pas des croisés comme ça, mais ok. Bon, ça. Il est complètement normal. Il devrait être complètement normal, a fortiori sur un bien qu'on possède depuis des dizaines d'années, d'échanger avec l'acheteur. Notamment sur... ça peut être des solutions techniques qui ont été mises en place à l'époque, ça peut être sur le matériau de la charpente, ça peut être sur un détail d'accès au terrain ou à je ne sais quoi que l'agent ignore, que l'intermédiaire ignore. Ça peut aussi, et ça devrait d'ailleurs aussi être sur l'aspect, personnel. C'est-à-dire, est-ce que c'est une transmission, est-ce que c'est un héritage, est-ce que c'est un achat qu'on a fait avec sa compagne, et puis le motif de la vente fait partie intégrante de la formalité commerciale. Connaître le motif de la vente, c'est peut-être même d'ailleurs notarialement important, tu vois. Et le motif de la vente, qui le sait mieux que le vendeur? C'est pas l'agent qui le sait, même si c'est une connaissance de la famille, c'est le vendeur qui sait d'où vient ce bien, de qui il l'a reçu, quand est-ce qu'il l'a acheté, ou quand est-ce qu'il l'a rénové, ou que ci ou que ça. L'agent, il n'en sait rien, il brode, il invente, il répète, il mime. Donc là, tu es tombé sur un agent présomptueux, extrêmement présomptueux, qui a manifestement un ego plus long que son CV. Je te souhaite qu'il ait tort, parce que là, tant que les faits ne lui donnent pas tort, malheureusement, je crains que tu ne sois bloqué. Oui, alors tout ce qui pourrait lui donner tort, oui, c'est que les offres n'arrivent pas au niveau escompté. Voilà, c'est tout. Oui, on va passer à autre chose. Mais clairement, mais je voulais voir si c'était moi qui avais fait une erreur ou si j'avais analysé la personne de la même façon. Après, j'avais envisagé un moyen de renouer la négo, en partie parce que c'est probablement... Enfin, quand on lui a exposé les circonstances d'achat, que le fait qu'on était en séparation, mais que j'accompagnais mon épouse pour des raisons techniques, elle se sent bien dans la maison, mais enfin, disons qu'en termes de répartition de H et de F, donc les pourcentages de correspondance à des archétypes, donc homme pur et F pur, elle a du H, mais pas sur le côté logistique, logique et analyse froide et technique du bien. Donc c'est pour ça que je l'accompagne pour les visites. On rappelle l'URL du test pour ceux qui n'ont voilà. pas encore mesuré leur taux de mascu et de FEMI. L-lui.me. Voilà. E2LE tiré du milieu, lui, comme le magazine, .me. Voilà, test très intéressant. Et qui amène aussi à se poser des questions sur justement la relation. Et on rappelle également le séminaire négociation. Exactement. madconsulting.fr/catalogue/ je sais plus quoi d'ailleurs, enfin tapez négociation dans le moteur de recherche de Mad Consulting. Mais encore une fois, on ne peut résoudre un problème que quand on a autant d'inconnus que d'équations, ou plutôt autant d'équations que d'inconnus. Et là, ça ne me semble pas être le cas. La seule équation que vous ayez à votre disposition, c'est votre budget et votre projet. Et vous avez une équation qui devrait dire budget égale projet. Et vous essayez d'éviter d'avoir une équation qui dise budget inférieur à projet. Voilà. Black Friday 2024, c'est l'événement commercial de l'année et chez les autres. Parce que chez nous, ça va être la 2e fois consécutivement qu'on l'a supprimé. Hop, ça dégage! Oui, nous aussi, on peut cancel des choses désormais. Et vous vous souvenez ce qu'on avait déjà cancel il y a 6 mois? Non. L'anniversaire du site. Eh oui, 18 ans, maintenant il est grand, on ne le fait plus. La prochaine opportunité de s'emparer de mon contenu payant à prix cassé,
Ça s'appelle Noël 2024 et ce sera la seule avant un an, quoi, avant Noël 2025. Alors si j'étais vous, je sais ce que je ferais. Moi je dis ça et je dis rien. Date, montant de la remise et détails à venir très prochainement sur la chaîne, enfin plutôt sur les chaînes, la chaîne que vous connaissez, Vidéoscopie, et également la chaîne étude de cas à laquelle je vous suggère de vous abonner si ça n'était pas encore fait. Oh, messire, un sarrasin! Donc ce que vous voulez, c'est une équation qui dise budget supérieur ou égal à projet. Voilà. Vous n'avez qu'une seule équation dans l'histoire, et le problème c'est qu'il y a 4 ou 5 inconnus pour une seule équation. Et au milieu de ça, le rôle de l'agent était de vous offrir quelques-unes de ces inconnus, de vous aider à les préciser. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le beau, il fait le pan, il fait le fanfaron, et il se permet d'émettre des jugements moraux, comme l'indécence, hein, pourquoi pas péché également. Non, je suis désolé, une offre 10% en dessous, ça peut être décliné, mais à aucun moment c'est indécent. Une offre indécente, c'est une offre 40% en dessous. 10%, c'est pas indécent. Quand on acquiert, je sais pas, un véhicule d'occasion et qu'il est présenté à 50, 1000 ou 49 999 et qu'on fait une offre à 45 en la justifiant, c'est 10% en dessous. Je n'imagine pas un vendeur dire que c'est indécent. C'est ridicule. Donc après, soit tu as complètement sous-estimé le bien, mais de la manière dont tu présentes le sujet, de la manière dont tu t'exprimes et de la manière dont tu écoutes, tu m'as l'air d'être quelqu'un de cognitivement connecté et à 3 chiffres, et je ne te vois pas faire une erreur de cette nature. Soit t'es tombé sur la petite star de l'immobilier du village, qui, fort de sa connivence avec le vendeur et fort d'un marché un petit peu lent et captif, eh bien, se permet de balayer les propositions. Pour moi, tu as tout bien fait. Tu as essayé d'amorcer cette discussion en direct. Tu as quelqu'un qui a éludé en rigolant, qui a fait obstacle. Maintenant, il va falloir compter sur la vengeance immanente. Un peu comme quand quelqu'un te fait une queue de poisson sur la route, tu ne peux lui souhaiter qu'un mauvais karma ou un agra, comme on dit désormais, je crois. Tu ne vas pas te faire vengeance tout seul. Sauf si tu es complètement con et que tu penses que ta salubrité et ton véhicule valent moins que ton ego. Mais normalement, tu ravales et tu souhaites un mauvais karma à la personne qui t'a fait une queue de poisson ou qui t'a bloqué pendant 45 minutes sur une route étroite alors qu'il aurait suffi de te laisser passer. Voilà. Tu lui souhaites le pire, silencieusement, voilà, en mâchant un chewing-gum. De la joue droite, ça porte bonheur, paraît-il. Voilà, donc, voilà. Ça, merci. Écoute, c'est clair. Souhaitons à cet agent que ça s'éternise et que le vendeur se retourne un peu contre lui et lui en veuille de lui avoir... Parce que tu sais très bien qu'un bien, c'est valable en immobilier, mais c'est valable sur n'importe quel marché. C'est la logique du degré d'exposition. Un bien perd de son prestige au fur et à mesure de son exposition. Au fur et à mesure de l'exposition, du temps passé en annonce. Bah oui. Un bien qui ne part pas aux enchères la première fois et qui revient aux enchères 6 mois plus tard, il est d'emblée dévalorisé de 10 à 20%. Un bien qui est republié sur un site d'annonce le mois suivant, il est peut-être pas dévalorisé du point de vue du tarif, mais son attrait est un peu plus faible, et chaque mois un peu plus faible. Un profil plus suspect aux yeux des acheteurs qui l'ont déjà vu passer. Bah évidemment, un profil sur les sites de rencontres, moi c'est pas mon truc, mais je suis certain qu'un profil qu'on a déjà vu X fois sur les sites de rencontres est un profil dont on se méfie, ou un profil en tout cas auquel on ne donne pas beaucoup de crédit. Tu comprends ? Donc, moi, je ne trouve pas la faille dans ton raisonnement. Je pense que tu as tout fait correctement
et qui a certainement un peu de personnalité et d'ego d'un côté. Il y a peut-être, as-tu prononcé la parole qu'il ne fallait pas. Tu as peut-être commis une erreur sur un... Mais vraiment, c'est assez bête, c'est un marché d'offres et de demande. Normalement, il n'y a rien que tu puisses faire qui te disqualifie. Sauf si ton dossier, genre, tu n'as aucun apport. Non, Tu c'est vas pas le acheter un cas du bien tout. Donc à 500 000 euros avec 5 000 euros d'apport. Oui, Et non, on te dit évidemment. oui, je ferai un prêt de 98 ou 19% de la somme. Et on te dit, bon, monsieur, c'est pas sérieux. Bon, d'accord. Mais dans le cas contraire, pour moi, malheureusement, tu es une énième victime d'un marché dérégulé, géré par des intermédiaires, sans aucune formation qualifiante, sans aucune éthique, sans aucune compétence technique, ni même financière, économique ou légale. Hein. Mais c'est comme ça. Si les propriétaires étaient plus raisonnables, on pourrait se passer des agents. Et on s'en porterait bien mieux. On peut toujours espérer, oui. Oui, effectivement, on s'en porterait mieux. Mais ils ne le sont pas. On a un marché ici local qui est aussi faussé, disons légèrement distordu par en post-Covid par des gens qui arrivaient de régions de France à un pouvoir d'achat plus important et qui achetaient à tour de bras sans regarder les prix. Oui, alors j'entends l'argument. Et donc les vendeurs à sont aussi un petit peu... À choisir, je te conseille volontiers d'être en compétition avec ce que tu appelles les habitants d'autres régions de France, plutôt qu'avec des étrangers. Parce que si tu estimes que ton pouvoir d'achat est lésé vis-à-vis d'un Bordelais ou d'un Parisien, ou je sais pas quoi, ton pouvoir d'achat par rapport à un Américain en dollars ou à un Suisse en francs suisses, il devient peau de chagrin. Ah oui, bah là après on peut discuter du pouvoir d'achat et des parités de pouvoir d'achat et du matraquage fiscal, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre étude de cas. Quand j'irai négocier. Pour être en compétition sur certains biens immobiliers avec des étrangers, je peux te dire que quand les agents te parlent d'un couple d'Américains, ils ont des étoiles dans les yeux. Oui, ça. Et j'ai moi-même perdu, enfin, il m'a été soufflé sous le nez un bien immobilier à Paris dans le 7e par un couple d'Américains. Alors que moi, je procédais à des vérifications, il y avait des étrangetés, il y avait des petites choses un peu incongrues à vérifier. Il y avait une chambre de bonne qui n'était pas raccordée à l'eau courante. Il y avait des trucs il y avait une mezzanine construite sans autorisation. Enfin, il y avait des choses qui, pour moi, pouvaient non seulement faire l'objet de vérification, mais en plus, contribuer à une négociation du prix vers le bas. Et il y a un couple d'Américains qui a flashé parce qu'on voyait un petit bout de la Tour Eiffel et de je sais pas quoi. Enfin, si, je sais bien quoi, mais je ne vais pas le dire. Et ils ont fait une offre au prix, puis c'était plié. Parce que pour eux, on n'était pas à 100 000 euros de plus ou de moins. Oui, ça. Il y a des gens Donc, qui ont malheureusement, marché ouvert égale lutte du tous contre tous. Et déjà qu'on n'a pas une parité de pouvoir d'achat au sein des régions d'un même pays, alors en plus, quand il y a une autre monnaie, derrière, tu pèses rien. Donc oui, c'est injuste et oui, c'est dur. Et malheureusement, c'est rendu encore plus injuste et encore plus dur par la saloperie, les mensonges et les manipulations des agents immobiliers et de leur structure, hein, parce qu'ils sont encouragés par tout leur appareil derrière à se comporter ainsi. Hein. Ah oui, je pense que ça fait partie de la formation. Oui. J'ai des infiltrés, j'ai des connaissances très proches là-dedans qui font ça temporairement pour se faire un petit billet, et je les félicite d'ailleurs, qui m'ont confirmé qu'effectivement, il n'y avait dans leur entre guillemets formation absolument aucune obligation de connaissances techniques sur un bien, même quand ils vendent des maisons. On pourrait dire sur un appartement, c'est moins grave, mais même quand ils vendent des maisons, ils ne savent pas de quoi est fait un mur, ils ne savent pas de quoi est fait une étanchéité, ils ne savent pas rien du tout, nada. Leur formation, c'est comment rentrer des mandats. C'est tout. Et derrière, ils n'ont pas de responsabilité contractuelle. Donc tu achètes une maison
qui est en train de s'effondrer ou qui est bouffé de termites, bah, c'est pour ta pomme. Ah oui, l'agent, il s'en Si t'as un peu de peau, ton notaire t'alerte, et encore faut-il qu'il ait l'info. Tomber sur un notaire qui fasse son travail à fond. Voilà, je pas sur mais sinon tu te démerdes avec tes termites ou... Eh oui, mais quand tu poses trop de questions avant et que tu commences à soulever des loups et pourquoi la poutre là, est-ce qu'il y a un permis, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a là, on te regarde de haut en te disant que tu cherches trop la petite bête et C'est ça. on va aller voir quelqu'un d'autre qui est moins regardant sur la marchandise. Exactement. C'est particulier même. Et parfois, tu as même le ou la propriétaire, et quand c'est la propriétaire, souvent, elle n'en sait rien. Ça m'est arrivé il y a encore peu de temps. Le salon salle à manger était séparé par 3 marches. En plein milieu de la plus grande des pièces, tu as 3 marches d'escalier. Quelle est la première question que tu te poses? Pourquoi quelqu'un s'est embêté à faire ça? Oui, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a dessous. Qui fait 3 marches d'escalier? Qui surélève une salle à manger de 3 marches d'escalier juste pour le plaisir? Qui? Personne. On est bien d'accord? Ah oui, au prix du rente-parpaing en fondation. Donc, il y a quelque chose en dessous. Il y a quelque chose en dessous. Bon, moi, je demande quoi? La propriétaire me dit, je ne sais pas. Ah oui. La dame avait un certain âge, donc elle devait être là depuis 20 ou 30 ans minimum. Je ne sais pas. Non, c'est jamais posé la question. Hein. C'est même pas qu'elle sait pas. J'ai acheté comme ça, je ne sais pas. La meuf marche sur un truc depuis 30 ans, je ne sais pas. Mais je peux te dire que c'est la première des choses que j'aurais essayé de comprendre. Bref, donc oui, c'est un marché pourri. C'est un marché pourri, sauf pour les gens qui se contentent de bien médiocre. Je connais plein de gens qui me disent j'ai visité 2 trucs, j'ai acheté le 2e ou le 1er. Oui, bon, ok. Oui, bon, écoute. On leur souhaite que tout se passe bien après. Je souhaite du bonheur à tout le monde. Voilà. Eh ben écoute, tu vas voir dans les commentaires des agents immobiliers qui vont venir défendre leur bout de gras sans doute, mais ça fera de remonter la vidéo dans les YouTube. Merci Stéphane. Je rappelle à ceux qui s'intéressent à la thématique de la négociation que des séminaires détaillés avec des exemples, une fiche. Tu as les fiches des séminaires? J'ai pas terminé, j'ai pas encore mis de commentaires, donc j'ai pas les fiches, mais pour celui-ci en tout cas, mais j'ai les fiches de certains, oui. D'accord, donc tu confirmes que les fiches sont détaillées, avec des illustrations, etc., etc. Ah oui, c'est vraiment très clair. On a l'impression d'avoir fait le séminaire et d'avoir pris les notes au tableau. Bon, donc si vous cherchez une formation... C'est pas justement une redite complète du séminaire. Il y a quelquefois des éléments qu'on a pu laisser passer à l'écoute, qui concernent, sur certains enregistrements, on n'a pas forcément toutes les questions des personnes qui étaient là physiquement au séminaire. Mais ça, on n'arrive jamais à trouver l'équilibre. Quand je donne comme consigne de laisser l'intégralité des questions du public, ceux qui écoutent en distanciel, comme on dit désormais, me disent « c'est trop long ». Ah oui, non, mais je comprends quand j'enlève les questions du public, on me dit « c'est trop court ». Quand je laisse la moitié des questions du public, on me dit « il y a des changements de volume, ils ne parlent pas tous au même volume ». Évidemment, quand tu passes un micro à 5 personnes qui ne sont pas habituées à parler dans un micro, t'en as un qui va le tenir à 1 mètre de sa bouche, t'en as un qui va le tenir à 1 millimètre de sa bouche. Donc ça ne va jamais. Jamais. On fait au mieux. Mais voilà, donc les séminaires, ce ne sont pas que des discussions. D'abord, c'est un contenu que vous ne trouvez pas ailleurs. Tu confirmes que tu ne l'as pas trouvé. Je confirme que non, justement, voilà. Comme ce que tu disais en introduction de cette conversation, toute la richesse du séminaire, c'est qu'il y a une interaction. C'est pas un cours magistral, c'est pas de la théorie posée comme ça dans les sorties des limbes et déposée devant les gens qui la boivent. Il y a une vraie interaction. On sent qu'il y a eu une vraie préparation dans des séminaires avec des sujets abordés qui concernent les personnes qui sont venues et un choix de questions justement qui correspond à un panel assez large de personnes. Et on peut s'identifier, on peut soi-même se poser des questions. C'est ça qui est intéressant à l'écoute, à la réécoute et à l'écoute avec des notes. On se questionne et on
construit un raisonnement, on construit son propre savoir à partir de la base du séminaire. C'est ça qui est intéressant par rapport. Sinon j'aurais acheté 2 livres sur la négo, mais bon, ils sont tellement mauvais. Donc, à ma connaissance, c'est en français le contenu de référence sur la négociation. En français, on va dire en produit multimédia. C'est-à-dire, je compare pas à un livre, je compare à n'importe quelle forme de cours ou de formation en ligne. Si vous connaissez aussi bien ou mieux, eh bien, faites mon part. Envoyez-moi le lien, et si c'est abordable, bon, pas si ça coûte 10 000 €, mais si c'est abordable, je l'achèterai, et on le comparera. Pas publiquement, on fera ça entre VIP sur nos plateformes, sur le Slack, etc. On comparera objectivement, et si je dois améliorer des pans, je le ferai. Mais à ma connaissance, je ne connais pas mieux sur les sujets dont je prétends faire le tour que mes packages séminaires plus fiches. Ne pas oublier la fiche pour bien tout sédimenter. Tout ça, c'est sur mathconsulting.fr. On te remercie. Merci Stéphane. Si vous nous avez écoutés sur les plateformes de podcast, pensez à donner 5 étoiles au podcast. Ça me remercie de l'investissement dans le petit logiciel de prise de son. Non pas que ça soit extrêmement cher, mais enfin bon, c'est quand même plusieurs centaines d'euros, c'est pas non plus rien. Et surtout, c'est de l'emmerdement en temps, parce que c'est plus long que décrocher le téléphone. Ça demande quelques réglages, et au final, chaque mois, ce sont des heures perdues à ces réglages pour que le son soit meilleur. Donc ça vaut bien un petit 5 étoiles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou autre, et un petit commentaire sur YouTube si vous nous écoutez encore là-bas. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine ? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière ? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi ? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.